Bonjour à tous, du coup, je vous fais le partage. Tout le monde. J'espère que vous n'avez pas trop chaud, tout le monde. Normalement, ça devrait être bon. Ouais, parfait. On voit ton écran. Magnifique. Est-ce que là c'est bon, c'est mieux, tout est en grand? Ouais, Ok, super. Bonjour à tous, merci Oran pour l'invitation à ce petit webinaire sur un thème pardon, que tout le monde adore, l'hygiène, hein, un thème ultra sexy. Donc la sécurité alimentaire. Je vais essayer de faire un brief de tout ce qui existe en termes d'erreurs à éviter. Alors, on n'a qu'une heure, donc c'est pas une formation d'hygiène hein, que je vais vous faire. Pas du tout, c'est pas l'objectif, mais ça va être de rappeler aussi en partie les bonnes pratiques, les nouveaux fonctionnements, puisque je sais pas si tout le monde est au courant, mais il y a des changements au niveau des contrôles d'hygiène qui étaient effectués initialement par l'État. Et je vais commencer du coup par me présenter brièvement. On va essayer de mettre un peu de légitimité dans ce webinaire. Du coup, alors je m'appelle Arnaud, je suis un ancien, mais je me considère toujours comme un consultant en sécurité alimentaire, puisque je donne des conseils tous les jours aujourd'hui aux milliers de restaurateurs qu'on accompagne. Et je suis également du coup le cofondateur de IJ, qui est une application donc digitale HACCP qui permet de simplifier les enregistrements d'hygiène quotidiens. On travaille avec tous les corps de métier, donc hôtel, traiteur, boucherie, charcuterie, poissonnerie, fromagerie, food truck, crèche, école, EHPAD, ESAT, voilà, c'est très large. Tous les professionnels de la restauration sont soumis à la même réglementation hygiène et du coup, on accompagne tout ce beau monde-là. Je suis également intervenant à la Sorbonne Université, donc un master que j'ai eu la chance de faire et désormais sur lequel j'interviens grâce aux compétences obtenues du coup durant mon parcours de consultant en sécurité alimentaire où là j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. J'étais pas confiné à faire de la qualité sur le bouchon de la badoie, mais j'ai été amené à travailler avec tout corps de métier, des ateliers de découpe de viande, j'ai pu accompagner des cuisines centrales, des établissements sous agrément sanitaire, etc. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça nous a permis de créer IJ avec ces notions très précises sur la réglementation hygiène. Voilà. On va commencer par une première partie qui sera liée du coup à la réglementation. Alors je vais essayer de vous redonner un petit peu toutes les billes du fonctionnement actuel et qui contrôle, dans quelles circonstances. Donc il faut savoir à l'origine, c'est la DDPP, hein, Direction départementale de protection des populations, qui sont réparties donc par département. On a la DDPP de Paris, du Val-de-Marne, de la région PACA, etc. Et ce service-là a récemment fusionné avec un autre service que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être eu la chance de connaître lors d'un contrôle, qui est la CCRF, DGCCRF, donc qu'on appelle également la répression des fraudes. Voilà, où eux vont plutôt regarder non pas l'hygiène, mais est-ce que vous êtes en train d'entuber vos clients ou pas, vos prix, vos menus. Si vous mettez que vous faites un burger au bleu, bah c'est pas du Saint-Agur qu'il faut mettre dedans, donc ça va être toutes ces notions-là. Ces deux services ont fusionné, ils ont quand même beaucoup de boulot, donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé une délégation depuis février ou janvier 2024. Il y a eu une délégation des contrôles d'hygiène à des organismes privés. Voilà. D'abord, avant de parler des organismes privés et de vous faire un petit topo dessus, faut savoir que on a différents moyens de se faire contrôler. Moi, j'appelle ça des chances, hein, les chances de se faire contrôler. C'est tout simplement d'avoir une dénonciation. Suite à une dénonciation, on peut avoir du coup un client, un voisin, un salarié qui n'est pas content qui peut nous dénoncer auprès d'un service qui s'appelle Signal Conso, tout simplement, ou également d'appeler les différents services comme la DDPP, l'ARS, l'Agence régionale de santé, et voilà, faire des dénonciations. Donc, un conseil qu'on donne très régulièrement à nos clients, quand vous vous installez, aimez votre voisin. Voilà. N'hésitez pas à leur donner 10% si vous êtes en bas d'un bâtiment, par exemple, ou à sympathiser tout de suite en arrivant pour éviter ces premiers tracas-là. Ensuite, plus courant, on va dire, plus réglementaire, les TIAC, qu'on appelle également intoxication alimentaire, donc toxi-infection alimentaire collective. Là, s'il y a une TIAC qui se déclenche dans votre établissement, c'est à partir de deux personnes qui tombent malades. Je pense que tout le monde est au courant.
les médecins sont dans l'obligation de déclencher du coup une procédure et d'informer les services d'hygiène du secteur. Donc là, il y a de fortes chances que vous soyez contrôlé dans la foulée si vous avez malheureusement, on touche du bois, une tablée qui tombe malade. Et la dernière chance de se faire contrôler, bah là, c'est purement de l'aléatoire. Voilà, les inspecteurs d'hygiène doivent contrôler, c'est leur rôle de surveiller les denrées qui sont mises sur le marché, donc ils doivent contrôler et il leur arrive de faire des rues entières, des marchés entiers, et voilà, ils ont un planning très précis. Ça m'emmène du coup vers le nouveau fonctionnement des contrôles d'hygiène. Je sais pas si tout le monde peut mettre des pouces ou pas des pouces pour réagir, non, au RAN. Si vous pouvez, si jamais vous pouvez même prendre la parole, n'hésitez pas, hein, ça peut être interactif. Franchement, si on peut rendre le truc interactif, moi je suis preneur. Je suis preneur. Donc n'hésitez pas. Si vous pouvez mettre des pouces, des smileys pour dire OK, super, merci Johanna. Je vois que tu suis. Du coup, voilà. Les contrôles, ils sont délégués à des sociétés privées. Je vous ai mis une petite carte qui répertorie. Est-ce que tout le monde l'avait en tête déjà, cette délégation des contrôles? Ok. Bah, c'est bon à savoir du coup. C'est délégué pour tous les établissements de remise directe. D'accord? Et la remise directe, on en trouve partout, hein, c'est le CHR, hein. Plutôt la restauration rapide. Mais les cafés, la brasserie, les bistrots, tout ce beau monde en fait partie. Les boucheries, charcuteries également. Du coup, voilà, c'est délégué selon la carte qui est présentée ici. Bureau Veritas, qui récupère du coup l'Île-de-France, le Grand Est, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la région PACA. Alors, rien que l'Île-de-France, c'est quasiment 30 à 50% de l'entièreté des contrôles d'hygiène, hein, vu la quantité qu'on est en Île-de-France. Et ensuite, c'est délégué à des sociétés comme l'APAV. L'APAV, c'est une société, moi, que j'avais côtoyée par le passé, qui fait tout ce qui est contrôle des hôtes, des installations électriques. Voilà. Innovalis, Mérieux, ce sont des laboratoires d'analyse qui avaient déjà des auditeurs, puisqu'ils font des audits analyses. Ce sont des auditeurs préleveurs et je pense qu'ils ont quand même bien bien staffé pour répondre à la quantité de contrôle qu'il faut effectuer. Donc vous Je l'avez vais, compris, moi, je vais poser la question. Bonjour, c'est Valérie, fondatrice de salut Unit. Valérie. Comme on n'a pas eu le temps de discuter, quand je vois Delphine, tout de suite, je pense à la Réunion. On a deux personnes à la Réunion. Est-ce qu'on a ce niveau de contrôle à la Réunion aussi? Est-ce que tu as une idée par rapport à ça? La question est pour moi ou pour Delphine? Pour toi, Arnaud, mais comme Delphine est là, qu'est-ce qu'elle est à la Réunion? C'est pour ça que voilà. Oui, 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 oui. Il y a des contrôles sur la Réunion. On travaille d'ailleurs avec des consultants, même des apporteurs d'affaires qui veulent promouvoir la solution sur la Réunion. Et la Réunion est un marché qui se développe énormément. Donc oui, oui, c'est logé à la même enseigne. Et si je peux me permettre d'intervenir, et merci Valérie pour la question. Effectivement, on a eu, enfin sur l'île, il y a eu ces derniers mois des restaurants de plage qui ont fermé, d'abord provisoirement et ensuite définitivement suite à des contrôles d'hygiène. Yes. Parce qu'il y a il faut savoir que ici on est infesté par des cafards et quand on a ça en cuisine, c'est l'horreur, quoi. Bah, l'humidité, les températures chaudes, déjà c'est magnifique pour les bactéries. Faut que les frigos tiennent correctement. Là, on est en train de le subir. Nous, on est sur Paris, donc la canicule. Mais en plus, c'est vrai que dans les pays chauds et dans les ambiances, on va dire, tropicales, c'est clair que les cafards, etc. En plus, je pense pas que ça soit exactement les mêmes que chez nous en Île-de-France. Alors, non, ils ont la taille d'un pouce. Ils sont Sympa, énormes. sympa. Mm. Bah, des Oui. fois, faut leur donner un petit nom, hein. Mais il faut éviter qu'ils rentrent dans l'établissement quand même, hein. S'ils peuvent rester Mm, dehors, c'est mm, pas plus mm. mal. Ouais, c'est clair. Donc, et ça, c'est une bonne information, Delphine, que tu nous transmets au sujet des restaurants qui ont d'abord fermé, enfin, ou été mis en demeure lors d'un contrôle, qui ensuite ont fermé définitivement parce qu'il faut savoir que c'est très compliqué une fois qu'on est fermé bah, de réussir à réouvrir, d'encaisser la perte de chiffre d'affaires. Il y a beaucoup d'établissements qui ont du mal. Et après une fermeture administrative, c'est complexe et vous allez voir pourquoi. C'est une superbe transition. Pourquoi est-ce que c'est de plus en plus complexe
de maintenir son établissement à flot après un contrôle d'hygiène qui s'est mal passé. Ça va être une bonne transition, mais je vais juste d'abord faire ce petit comparatif avec les radars routiers. Moi, j'utilise très souvent cette comparaison-là. Les sociétés qui sont privées maintenant, qui font les contrôles, c'est comme les sociétés dans Paris. Avant, il y avait deux, trois inspecteurs, enfin voitures qui circulaient pour mettre des amendes. Vu que c'est délégué à du privé, maintenant, on est sûr que si pendant un quart d'heure, on n'a pas payé son stationnement, on prend l'amende. Alors, c'est beaucoup plus nombreux. Faut pas non plus voir ça uniquement comme du négatif, puisque bah, ils sont là aussi pour s'assurer que les populations sont respectées et protégées, mais c'est sûr que ça augmente drastiquement la quantité de contrôle, du coup le risque d'amende, le risque de fermeture et le risque d'être de nouveau contrôlé euh, dans les mois ou les années qui suivent. Voilà. La transition, escalade progressive jusqu'à la fermeture, du coup, ça, c'est les risques rapidement qu'on peut avoir suite à un contrôle d'hygiène. Alors, on peut avoir ce qu'on appelle la note Alim Confiance, hein. On peut avoir un résultat satisfaisant, mais dans le compte-rendu, on peut avoir un avertissement, donc le carton jaune qui est simulé ici. Ça veut dire qu'il y a des non-conformités qui ont été relevées, qui doivent être corrigées, mais ça ne va pas forcément mener à un second contrôle, mais ça reste possible. Voilà. On peut avoir satisfaisant, mais dans le compte-rendu, un avertissement. Ensuite, on a la mise en demeure. La mise en demeure, bah, tout simplement, en fait, on vous met en demeure de vous remettre aux normes et on va vous donner un délai, d'ailleurs, à respecter pour corriger des points de non-conformité majeurs. D'accord? Il y a le délai qui est communiqué, on vous dit sous les 2 mois, sous les 3 semaines, ça peut être plus ou moins rapide selon le danger de la non-conformité qui a été soulevé. Et on peut être sûr du coup qu'on va avoir un deuxième contrôle, d'ailleurs, il est annoncé. Donc ça, important de se remettre aux normes. Si vous ne réagissez pas dans le cadre d'une mise en demeure, bon non, non, je laisse faire, je verrai, ils m'ont demandé des travaux sur le lave-main, etc. Lors du second contrôle, ça risque d'être compliqué, hein, ça peut très rapidement partir sur une fermeture. Si vous ne réagissez pas, c'est pas bon. Et enfin, la fermeture administrative, donc là, on part du principe, alors il faut quand même y aller hein, pour avoir une fermeture administrative, mais c'est de plus en plus courant, étant donné qu'il y a de plus en plus d'établissements tout simplement qui sont contrôlés. Et la fermeture administrative, vous n'avez plus le droit d'exercer, vous devez fermer l'établissement, hein, comme son nom l'indique. Et c'est suite à des manquements qui sont assez graves, qui peuvent mettre immédiatement la santé du consommateur en péril. Ok? Donc là, ça peut mener derrière à des procédures pénales, ça peut amener à des procédures également financières, hein, des amendes. Important de ne pas jouer avec ça. J'ai accompagné quand j'étais consultant un client qui était fermé bah, 2 jours après son arrêté de fermeture, d'accord? Contrôle de police. La police qui vient vérifier qu'il est bien fermé. Il avait continué à fonctionner dans un local au sous-sol, qui n'avait pas été contrôlé initialement. Et en fait, le jour où il se fait contrôler, j'étais présent. Je savais que ça produisait en bas. Moi, j'étais le consultant, j'allais pas le balancer au service de police. Mais du coup, j'avais peur que quelqu'un sorte en tenue de travail. Et c'est presque ce qui s'est passé, sauf que par chance, c'est un de ses associés qui est remonté. Et quand on a vu la porte s'ouvrir, on avait la goutte de sueur, hein, parce qu'on était en plein milieu du contrôle de police. Si c'était quelqu'un qui sortait avec une tenue de travail, c'était compliqué. C'est prison, amende, et c'est plus les mêmes amendes, hein. C'est non-respect d'un arrêté administratif. Pourquoi est-ce que c'est de plus en plus compliqué de persister? Alors, il y a des questions, est-ce qu'ils ont le droit ou pas d'afficher comme ça? Je ne sais pas si vous êtes au courant aussi, vous allez pouvoir me mettre un petit pouce. Mais il y a des préfectures, notamment la préfecture du Val d'Oise, hein, qui ne s'en cache pas. Il y a des réseaux sociaux sur Instagram, sur TikTok, euh, qui balancent, tout simplement, qui mettent, c'est limite si on n'a pas le nom de la personne qui possède l'établissement, mais on a directement fermeture administrative sur un post LinkedIn par le préfet du 95 de tel établissement situé telle rue. Donc là, ça affiche clairement. Moi, Bon, j'avais une petite question par ouais. rapport à ça. Je ne sais pas si j'ai l'honneur, le privilège ou la chance d'être à Pontoise, donc je suis dans le Val d'Oise. Et donc, ouais, je suis au courant que le préfet a fait son cheval de bataille auprès de tous des établissements de restauration. Et en fait, j'ai découvert qu'il y a une boulangerie donc sur Pontoise, pas très loin
de là où j'habite qui a eu un arrêt administratif de fermeture, mais qui aurait enlevé l'arrêt et aurait affiché des congés. Et donc, j'aimerais savoir si, par rapport à ça, dans ces cas-là, comment en fait, au niveau légal, enfin, c'est possible? Et est-ce que du coup, il y a un risque en faisant ça? Enfin, pas dans le sens où moi, je veux tenter, mais en fait, j'aimerais comprendre un peu plus comment ça fonctionne Ouais. euh, au niveau des arrêtés administratifs, en fait. Ouais. Alors, vous voyez la petite affichette à côté, niveau d'hygiène à améliorer, il y a quatre notes, hein. Soit à corriger de manière urgente, qui est le petit smiley qui fait la tronche tout à gauche, soit les trois autres où on a amélioré satisfaisant ou très satisfaisant. Ça, c'est des indicatifs qu'on vous envoie, qui vous sont envoyés suite à un contrôle d'hygiène, que vous n'êtes pas dans l'obligation d'afficher, que vous pouvez afficher d'ailleurs. C'est même conseillé quand vous avez des bonnes notes, hein. Par contre, d'ailleurs, cet affichage est valable uniquement un an. D'accord? À l'inverse de l'arrêté. L'arrêté de fermeture, celui-là, quand ils viennent vous déposer, vous annoncer l'arrêté, d'ailleurs, ils doivent vous le mettre dans le courrier. C'est un affichage qui doit être obligatoirement affiché à l'extérieur de l'établissement. Alors, est-ce que ça dépend de chaque préfecture? Je pense qu'ils ont quand même des consignes, mais j'ai déjà côtoyé des établissements qui avaient l'obligation d'afficher l'arrêté de fermeture pour des manquements d'hygiène. D'accord? Donc ça rejoint tout ce qu'on dit là, c'est que tout le quartier est au courant. Tout le quartier est au courant. Moi, une fois, je suis rentré vers chez moi, à la gare, je me suis arrêté, j'ai vu rideau baissé, j'ai vu un papier en plein milieu. Bah, du coup, c'était un arrêté pour fermeture administrative à l'hygiène. Moi, je suis allé le démarcher, hein, dans la foulée. Mais du coup, en effet, il y a des obligations d'affichage de l'arrêté sur la fermeture. Alors, il y en a qui le mettent pour faire joli au début, puis après qui le retirent. Je pense qu'on peut être soumis quand même à des petites sanctions derrière. Et très souvent, on remplace ce document-là par fermé pour travaux. Les fermés pour travaux, quand on est en pleine période de rush, de travail, on peut se poser des petites questions, hein. Souvent, les travaux, on va les faire plutôt durant le mois d'août, pendant les vacances d'été. Hormis si on est un établissement dont la période préférentielle est la saison estivale. Mais voilà, on peut être soumis, je pense, à des sanctions. J'ai pas l'info précise, mais je sais que très souvent, c'est demandé de manière obligatoire à afficher. Ouais. C'est bon, Johanna? Ouais, merci beaucoup. Cool. Donc voilà, les postes de la préfecture du Val d'Oise, ils sont très réguliers, hein, et ils affichent clairement, même les températures, on les voit, hein, 9,3 degrés en bas là sur le poisson ou le poulet, je sais plus, l'état de la friteuse, ça montre même les cafards. C'est les trois photos là qui sont alignées sur la partie droite. Ok? Donc bien faire attention à tout ça et c'est pour ça que je pense qu'il y a des choses à revoir au niveau législatif. On ne peut pas simplement afficher un restaurant puisque les écrits ça reste. Et si le restaurant fait tout pour se remettre aux normes et se remet aux normes et met en place des bonnes choses, bah, malheureusement, il n'y a rien qui vient contrecarrer ce mauvais poste négatif derrière. Et c'est là où je pense que il y a des choses à voir du côté administratif. On ne peut pas simplement flageller et rester avec de la flagellation. Moi, si je veux voir tous les postes de la préfecture du Val d'Oise, je les ai, mais à aucun moment je sais si quelqu'un s'est amélioré ou pas. Alors, il y a ce qu'on appelle Alim Confiance, qui a d'ailleurs été supprimé. C'est une application qui nous montrait tous les résultats des contrôles d'hygiène, comme on voit la petite affichette en bleu. Moi, je l'avais sur mon téléphone, je me géolocalisais et je voyais tous les contrôles autour de moi. Boulangerie, crèche, etc. Bah maintenant c'est un site internet, ça reste actif, c'est moins accessible je trouve. Est-ce qu'il y en a d'entre vous d'ailleurs qui avaient connaissance de ce système-là et qui se sont déjà rendus dessus? Ouais, Johanna, ok. Non, Aura, non. Ok. Ça, c'est quelque chose qui reste accessible au grand public et il y a du monde qui est en train même de repousser, vu que c'est des données qui sont ouvertes au public, qui sont en train de recréer des applications pour faire une sorte de la fourchette ou TripAdvisor de l'hygiène des restaurants. Donc voilà, on pousse vers la transparence. J'ai fini pour cette première partie sur les contrôles et les nouveaux fonctionnements. J'attaque la deuxième partie avec les erreurs à éviter en cas de contrôle. Donc,
Ça reprend des bonnes pratiques d'hygiène assez classiques hein, qu'on va revoir ensemble. Si vous avez des questions là-dessus, ça peut être intéressant d'intervenir. N'hésitez pas. Les premières erreurs à éviter, bah déjà, c'est tout simplement, ça passe par nous, le personnel qui travaillons en cuisine. On doit être exemplaire, on doit montrer le bon exemple et on doit avoir du coup bah, aussi les bons équipements dans la cuisine. Ça passe quasiment de manière obligatoire par un poste de lavage des mains qui est conforme puisque on manipule les denrées avec nos mains. Donc il faut se laver les mains correctement. Distributeur de savon, de papier. Le savon doit être idéalement bactéricide, la propriété de tuer les bactéries. Et les postes de lavage des mains, attention, très souvent je le vois dans les cuisines, ils sont encombrés. On met de la vaisselle dedans ou on met la poubelle devant. Sauf que le poste de lavage des mains, la plupart du temps, soit c'est une pédale pour l'activer, soit c'est un bouton poussoir avec le genou, soit, possibilité également, c'est un bouton infrarouge. Mais si on a une poubelle devant qui nous bloque l'accès, ben on peut tout simplement pas actionner la poubelle, pas actionner avec le genou, donc on ne se lave pas les mains. Il faut que l'accès soit toujours disponible pour le poste de lavage des mains. Il faut également que vos équipes soient formées. Alors là, la règle de la formation, vous allez me dire si vous l'avez également en tête, celle-là, tous les 2 ans, il faut refaire sa formation hygiène 14 heures. Est-ce que vous avez ça en tête ou pas? Eh ben c'est faux. C'est faux. La formation hygiène de 14 heures, qui est liée à la restauration commerciale, d'accord? Cette formation, elle est valable techniquement à vie. Donc vous avez une attestation, vous vous êtes fait former pendant 2 jours. D'ailleurs, actuellement, on pouvait faire avant une formation en 100% en ligne. Désormais, c'est interdit. Il faut rendre obligatoire 4 heures de présentiel au minimum. D'accord? Donc si on vous vend que de la formation en ligne, normalement, on n'y a plus droit. Il faut faire une partie en présentiel avec des ateliers, des démonstrations, des choses comme ça. Vous devez avoir une personne minimum dans votre établissement qui possède la formation référent hygiène 14 heures. D'accord? Elle est valable à vie, mais en cas de contrôle d'hygiène, si on considère que vous avez des manquements et que vous devez avoir des rappels de ces bonnes pratiques d'hygiène, on peut vous demander de la refaire. Oui, Cécile. Si on a un CAP cuisine, c'est inclus dedans, il me semble, hein. Oui, il y a Faut des pas la équivalents. refaire spécifiquement. Il y a des équivalences en effet, si on a un CAP, un BEP, ou si on peut justifier, je ne sais plus, de 5 ou 10 ans en tant que gestionnaire d'un établissement de la restauration. Mais voilà, la réglementation hygiène, elle a beaucoup évolué quand même depuis. C'est pas plus mal de se refaire une formation. Alors, 14 heures, oui ou non. Se bloquer 2 jours, c'est quand même assez complexe hein, dans la restauration. Par contre, il y a des formations de rappel des bonnes pratiques d'hygiène qu'on peut refaire pour montrer aussi. Voilà, elles n'ont pas de valeur attestante, on va dire. Elles n'ont pas de reconnaissance au niveau de la législation. Par contre, bah, ça reste des choses que vous pouvez faire. Nous, on propose des formations de rappel des bonnes pratiques d'hygiène sur 2, 3 heures qui vont reprendre les notions principales. On va pas vous parler de mise sous vide si vous ne faites pas de mise sous vide, mais on va vous distribuer en plus à la fin une petite attestation comme quoi vous avez assisté à cette formation de rappel des bonnes pratiques d'hygiène. C'est toujours quelque chose qui est sympa à présenter aux inspecteurs. C'est pas un certificat reconnu, mais ça montre que vous avez mis en place des actions. Voilà. Et il n'y a rien qui vous oblige aujourd'hui de faire ces choses-là. D'ailleurs, la réglementation hygiène, c'est le côté un peu sympa, c'est qu'elle vous oblige d'avoir du résultat, mais pas le moyen. C'est-à-dire qu'un refroidissement, par exemple, en cuisine, il peut se faire de différentes manières, avec des glaçons, avec des blocs de glace, ou tout simplement, et c'est le mieux, avec une cellule de refroidissement, mais rien ne vous impose de le faire d'une certaine méthode, tant que vous respectez la loi qui dit 2 heures pour passer de 63 degrés à une température inférieure à 10 degrés. C'est un peu le même principe sur les formations. Oui, Valérie. J'ai une question sur quand tu dis une personne doit avoir la formation, dis-moi si je me trompe, c'est une personne à l'instant T dans l'établissement lorsqu'il est ouvert. C'est-à-dire que une seule personne, si elle n'est pas là, ça marche pas en fait. Oui, alors bien sûr, il faut qu'il y ait un référent hygiène par établissement. Par contre, si c'est le DAF, directeur administratif et financier qu'on voit jamais, ça n'a pas de valeur. Il faut que ça soit vraiment quelqu'un de l'équipe. Par contre, en effet, vous travaillez 7 jours sur 7 et le référent hygiène, il est là 5 jours sur 7 jusqu'au vendredi et le contrôle, il se fait le samedi.
Ils sont quand même en capacité de comprendre que le référent hygiène, il ne travaille pas le week-end. Mais s'il est là la majeure partie du temps, c'est important. Par contre, le référent hygiène, et je pense que c'est important pour vous d'avoir une preuve de cette partie-là, le référent hygiène peut transmettre ses connaissances au reste de l'équipe. Et je pense que c'est important de le formaliser, de vous faire vous-même une petite attestation de moi, référent hygiène de l'établissement X, j'ai formé mes camarades aux bonnes pratiques d'hygiène pour justifier que bah, justement en cas d'absence, enfin, je ne peux pas être Superman 7 jours sur 7 constamment présent 8h, 22h dans l'établissement, bah, que j'ai quand même transmis les connaissances au reste de l'équipe. D'accord? D'accord, Sinon, donc tu confirmes que ça peut être flexible alors, parce que il y en a qui sont pas mal stressés en disant, mais moi, je peux pas toujours, comme tu l'as dit, je peux pas toujours être là. Et bah, donc, bien sûr, sinon on dirait à tout le monde, en fait, tout le monde doit avoir la formation hygiène. ouais, Et là, ce serait plus valable de dire au moins une personne référente. La personne, elle peut pas être référente hygiène et endosser la responsabilité d'être présente 7 jours sur 7. Ça n'a pas de sens. d'accord. Par contre, Ok, il faut justifier. Et c'est pour ça que je vous conseille de justifier en faisant des petites attestations en disant le référent hygiène, un tel, a formé un tel, un tel, un tel, un tel, aux connaissances des bonnes pratiques et de la maîtrise HACCP. super, merci beaucoup. Top. Formation des équipes, on a compris. Tenue complète, bon, blouse. Charlotte, couvre-chef, hein. Alors j'ai mis Charlotte, mais c'est un couvre-chef, hein. Ça peut être une casquette, ça peut être toute autre forme de couvre-chef, une toque. Il y a les filets chez McDo qui sont assez sympas puisqu'on les voit pas, ils sont quasiment transparents, ils sont un peu marrons et assez fins. Donc voilà, couvre-chef, c'est quand même quelque chose qui est obligatoire. Chaussures de travail aussi. J'ai eu le malheur de voir quelqu'un en rendez-vous la semaine dernière qui s'est renversé la friteuse sur le pied. Il avait des chaussures classiques. Il m'a montré les cloques. J'ai rarement vu ça. Donc il est parti aux urgences, on a terminé le rendez-vous, il est parti aux urgences, ça a cloqué directement, la cloque elle faisait cette épaisseur-là, c'était pas très joli à voir et je l'ai eu hier au téléphone. Moi la première question c'est pas est-ce que tu as vu ce qu'on proposait, c'est comment va ton pied? Et il m'a dit bah là je suis à vif, on a percé, enfin voilà. Bon, je raconte un petit peu l'anecdote, mais c'est pour dire mettez des chaussures et c'est votre responsabilité de mettre des chaussures de travail, des tenues de travail à vos salariés. Mettez des chaussures de travail, de sécurité. Petite phrase aussi, quand on travaille dans la restauration, on ne nourrit pas simplement sa famille, hein, on nourrit toute une partie de la population. Donc important d'avoir ces notions-là. Si on ne les a pas, c'est complexe pour moi d'avoir quelqu'un d'autre dans l'entreprise qui va avoir ces valeurs-là. D'accord? Ça passe, c'est de la culture d'entreprise, c'est de la formation, on pourra peut-être en reparler à la fin. J'ai accompagné des groupes américains comme Five Guys. La culture d'entreprise est ultra présente et ça passe par les managers et les responsables. Si on sait que le manager ou le responsable, ça ne le dérange pas d'avoir un cafard dans sa cuisine, bah en fait, ça va pas déranger le salarié de ne pas mettre ses chaussures de travail, voilà, on va amener vers de la flexibilité et c'est pas forcément ce qu'on a envie dans la restauration. Il faut vraiment inculquer ces bonnes pratiques-là dès le départ, montrer que ça compte puisqu'en fait, on est les représentants, nous, en tant que gérants, représentants de la structure, on est les représentants, les garants. Bah, si on met pas les mots, si on met pas les formes, si on met pas bah, du coup aussi l'argent pour avoir des tenues complètes pour nos équipes, bah, en fait, on va vers des dérives, quoi. On rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. On a parlé des salariés. Maintenant, là, c'est des petits constats, hein, et des retours aussi de discussion avec moult inspecteurs d'hygiène et inspectrices. Euh, le coup d'œil, c'est la première chose qu'on a quand on rentre dans un établissement. Pour avoir été aussi auditeur, quand je rentrais dans un établissement, j'ai forcément, c'est instinctif, c'est même inconscient, j'ai forcément un premier aspect qui se fait visuel. Si la cuisine est propre, ça me rassure déjà. Si par contre, je vois que la hotte, elle est dégueulasse, que le sol, il n'est pas nettoyé tous les jours, bah tout de suite, ça va me donner un a priori négatif qui, selon moi, va jouer pour quasiment 50% de la suite du contrôle. Ça donne le ton. Il faut que les surfaces soient propres. Le nettoyage, c'est une partie qui est pas facile, mais qui est hyper importante dans la restauration. J'ai mentionné quelques surfaces importantes qu'on a tendance à oublier, comme par exemple les distributeurs de savon. Pourquoi les distributeurs de savon? Les distributeurs de savon, ils sont à ce niveau-là. Ils sont pas ici. Ils sont ici.
Donc, on voit jamais ce qui se passe en dessous quand on prend du savon. Mais quand on prend du savon, c'est qu'on a besoin de se laver les mains. Donc, on a les mains sales, donc on dépose plein de microbes, plein de bactéries, plein de sauces, plein de tout ça. Et en fait, moi, à chaque fois que je faisais un contrôle d'hygiène, et un inspecteur, c'est aussi comme ça qu'il est censé fonctionner, la première chose qu'il est censé faire en rentrant dans une cuisine, il vient de l'extérieur, il doit se laver les mains. Bah moi, le premier geste que je faisais, c'était de me laver les mains, mais d'abord, je regardais si la manière de me laver les mains, elle était conforme et que j'allais pas prendre des multiples bactéries en même temps que je prenais du savon. Donc le distributeur de savon, faut tout le temps se baisser pour aller voir ça. Bah ouais, mettez-le dans votre planning de nettoyage, d'accord? Et pensez à le nettoyer régulièrement. On a un peu le même problème avec le distributeur de papier, qui lui, en général, est un peu plus haut, qui est à côté. Le distributeur de papier, on voit en dessous si c'est sale ou pas. Par contre, on voit pas le dessus, parce qu'il est trop haut. Et très souvent, on a des tonnes de poussière qui vont venir s'accumuler là-dessus. Bah là, pareil, un petit coup dans le suivi et dans le planning de nettoyage, le distributeur de papier sur le dessus pour éviter que les poussières s'accumulent. Les poignées de porte des frigos des chambres froides, on a compris. Je leur précise parce que j'ai travaillé avec pas mal de boucheries aussi. Et il y a des boucheries où quand j'ouvrais la poignée de la porte de la chambre froide, je pouvais ressortir avec un steak. D'accord? Puisqu'il y a des incrustations et à chaque fois que le boucher il ouvrait la porte, il déposait des morceaux de viande hachée. Bah, quand je faisais ça et que j'avais un steak haché sur mon doigt, je peux vous dire qu'en termes de microbes, c'est dégoûtant. Les poignées de porte, même les poignées de vos timbres réfrigérés, hein, quand on ouvre le timbre, à l'intérieur, il y a des petits renfoncements sur la poignée, tout le long. Il faut vérifier que ça reste propre. Ok? Moi, quand je sentais que c'est rugueux, je passais ma main comme ça, hein, comme un inspecteur d'hygiène. Si je sentais que c'était rugueux, je me disais soit le meuble il a une forme bizarre, soit il y a des choses qui ont séché, qui sont là depuis quelques mois, et ça n'a rien à faire ici en termes de contamination, c'est pas fou. Les joints des frigos, bon voilà, faut que ça reste propre, hein. Et enfin les hottes, etc. Bon, c'est des exemples. Tout ça pour vous dire que le premier aspect est hyper important. Ça peut passer également par le stockage de vos produits. Je suis allé voir une chaîne de poulets là il n'y a pas longtemps qui fait les poulets avec juste les vitrines sur lesquelles on peut commander du poulet à l'extérieur. Et quand je regarde un œil derrière, j'ai la vue sur les sauces, les petits pois, le riz, j'avais tout, mais qui était en bordel. J'avais des produits d'entretien, j'avais des conserves, j'avais des gants. Et en fait, c'était tout simplement l'arrière-vitrine. C'était la chose sur laquelle tous les passants avaient la vue. Je lui ai dit, c'est pas possible. Tu dois sectoriser tes produits, chaque étagère un produit. Ça donne tout de suite un aspect de propreté, même si en regardant plus en détail, les étagères n'étaient pas forcément très propres, mais tout de suite, le premier aspect, il est beaucoup plus clean. Ok? Donc pensez à bien sectoriser, peut-être même identifier les étagères, parce qu'il faut quand même mâcher le travail pour nos salariés. Mâcher le travail en mettant des petites étiquettes pour dire ici c'est la crèmerie, ici c'est les conserves de ça, ici c'est les produits d'entretien. Et petit conseil également, les produits d'entretien toujours en bas, idéalement dans un espace clos fermé, une armoire si possible, mais si on n'a pas la place, c'est en bas dans un bac pour éviter que si ça coule, que les produits chimiques coulent sur vos produits, vos denrées alimentaires en dessous. Maintenant, les relevés. Les relevés HACCP, ok, HACCP, un terme qui peut faire peur, ça veut juste dire qu'il faut analyser et mettre en place des choses pour maîtriser les risques au niveau des denrées alimentaires. Bah, tout simplement, vous allez avoir une activité de restauration. Vous avez une activité de restauration, donc vous allez avoir plusieurs étapes. Vous allez d'abord réceptionner la marchandise. D'accord? La marchandise, bah, il faut contrôler les températures à la réception. Ça, j'imagine que tout le monde l'a en tête. C'est quelque chose qui est difficile à réaliser puisque parfois, bah, on peut se retrouver avec des livreurs qui nous livrent devant le pas de porte, qui nous livrent peut-être même directement dans les chambres froides. Ok. Mais quand on a une livraison, d'ailleurs le livreur très souvent il est pressé, il faut quand même prendre la température des produits rapidement de ce que l'on réceptionne. Par exemple, un produit frais, il doit être entre 0 et 4 degrés, mais la réglementation, elle n'est pas que super stricte, elle autorise des seuils de tolérance, d'accord? Donc on peut aller jusqu'à 6 degrés par exemple en surface. C'est pour ça que c'est identifié ici, illustré avec un thermomètre laser, d'accord? Il faut l'enregistrer, idéalement enregistrer également votre bon de livraison, comme ça on sait tout ce que vous avez reçu à ce moment-là. Mais un seul contrôle de température à la réception suffit pour l'ensemble de la livraison puisque tous les produits ont subi les mêmes conditions de transport. Ensuite, on les a stockés.
les produits dans des enceintes frigorifiques. D'accord? Bah, il faut vérifier que tout simplement, tous les jours, les frigos sont à bonne température. Frigo, congélateur également. Donc tous les matins, et pourquoi le matin? Parce que les frigos sont censés être restés fermés correctement toute la nuit. Donc on va s'assurer que quand on va commencer la production, quand on va commencer la journée, les produits sont à bonne température. Donc on va vérifier les températures de nos frigos. Ça demande un enregistrement. C'est marqué dans ce qu'on appelle également les guides de bonne pratique d'hygiène. D'accord? Il faut un enregistrement écrit de cette partie-là. Il vous faut également un second moyen de vérification de la température de vos frigos. Le premier moyen, c'est quoi? C'est visuel, je vais regarder le petit affichage électronique. Le deuxième moyen, ça va être de peut-être mettre un thermomètre mercure à l'intérieur. D'accord? Donc normalement, vous devez toujours avoir un deuxième système de vérification parce que les afficheurs électroniques, parfois, on ne peut pas avoir confiance en eux. D'accord? Alors on propose, mais là je prêche ma paroisse, on propose également un système de sonde connectée qui automatise les relevés, qui vous alerte. C'est également possible de partir sur de l'automatisation. Mais rien ne vous y oblige d'un point de vue réglementaire. Hormis, hormis si vous avez une chambre froide négative de plus de 10 mètres cubes. Mais là, ça veut dire qu'il y a quand même un petit peu d'espace et de marchandises et que vous avez déjà une certaine, on va dire, envergure et taille d'établissement. Suite des relevés HACCP. La traçabilité. La traçabilité, c'est clairement ce qui nous a donné l'envie de créer IJ à l'époque, d'accord? Puisque il faut tout conserver de façon quotidienne, la traçabilité, les numéros de lot des produits que vous mettez sur le marché, que vous servez, d'accord? Je vous ai illustré par plusieurs photos ce que j'ai pu côtoyer en direct, hein. C'est pas de l'IA, c'est pas inventé. C'est vraiment des photos prises en direct chez des clients. Les gros sacs poubelles, moi je pensais que c'était un local poubelle. Et en fait, c'est pas un local poubelle, c'est son local de traçabilité à la personne. À l'intérieur des sacs poubelles, elle avait des sacs qui contenaient eux-mêmes les étiquettes. Un sac poubelle faisait un mois. Et à l'intérieur, chaque petit sac faisait une journée de traçabilité. Mais forcément, une boîte de conserve, c'est compliqué à découper pour garder le numéro de l'eau, donc on garde la conserve en entier. Le poisson, ça sent pas bon, bah on garde l'étiquette aussi. Ça attirait les mouches et les rongeurs. Donc l'hygiène, elle nous impose de faire tout ça, mais c'est pas très hygiénique, cette manière de procéder, qui est une manière bah, qui a toujours existé, hein. Mais aujourd'hui, il y a le digital qui arrive. Bah là, autre exemple, hein, la bouteille d'huile, la dame, elle m'a dit, oui, oui, je garde toutes mes étiquettes. Je lui ai dit, mais c'est génial, madame. Montrez-moi la traçabilité du 18 mars. Oh non, non, là, je peux pas, là, je peux pas. Bah, madame, là, il y a un petit problème puisque la réglementation vous impose d'être capable de retrouver la traçabilité du 18 mars si toutefois il y avait eu une intoxication alimentaire à ce moment-là. Vous voyez? Comment est-ce que je peux savoir rapidement comment est-ce que chacun fonctionne là-dessus? Je peux donner la parole. J'ai Johanna, par exemple, avec qui on a interagi tout à l'heure. Moi, je suis encore en projet d'ouverture, donc pour le Il y a, moment, Ok, j'analyse il y a les beaucoup, différentes offres. il y a beaucoup de projets d'ouverture, Arnaud. C'est pour ça que ok, aujourd'hui, il y a personne, je crois, qui est présent, qui s'est encore lancé. Ou ok, peut-être, du très coup, clair. Bah Cécile, ça, qui fait la pâtisserie, non? Non, je suis pas encore lancée, mais moi, nous, enfin là où je bosse, on prend des photos en fait. On prend tout Ok. en photo, c'est beaucoup plus pratique. Mais le j'ai système. bossé dans un ESAT et ils gardent par jour en fait les étiquettes en chambre froide en fait. Et ensuite, ça part au congélateur carrément, les étiquettes. Bah, tu vois, Cécile, c'est un parfait exemple hein, de la complexité. En fait, ils mettent ça pour éviter qu'il y ait de la putréfaction, parce que ça doit être au Exactement. contact aussi de la viande, etc. Et que ça ramène des odeurs et du coup d'autres problèmes. Moi, j'avais un client, on était sur 90 minutes enquête et TF1, sur un reportage, c'était magnifique. C'était le meilleur exemple qu'il pouvait trouver. La personne ouvrait un sachet de guacamole déjà préparé. Et en fait, bah, il ouvrait le sachet, il vidait le guacamole, ensuite il découpait l'étiquette, mais elle était pleine de guacamole, donc il a passé sous l'eau. Donc il tirait de l'eau. Après, il prenait un sachet, du papier, à usage unique, pour essuyer l'étiquette. Et ensuite, il allait la mettre dans des classeurs qu'il allait ranger jour par jour, etc. Donc la personne, en fait, elle perdait un temps monstrueux, elle perdait finalement de l'eau, elle perdait finalement du papier,
Tout ça pour garder l'information qui est sur l'étiquette. C'est vrai que le digital, la photo, c'est quand même beaucoup plus pratique. Alors, il y en a qui accrochaient un moment, à l'ancienne, les traiteurs, ils accrochaient un appareil photo à l'ancienne. Bah, c'est bien, c'est cool, mais allez trouver un relevé du 18 mars sur la traçabilité du poulet. Là, c'est quand même un petit peu plus complexe. Bon, nous, on a proposé un outil avec Iji. Je prêche un petit peu pour ma paroisse, tu m'en veux pas, Oran. Mais c'est vrai qu'un outil qui prend les photos, qui range automatiquement dans un historique sur lequel on peut faire de la recherche de traçabilité, c'est beaucoup plus rapide. Surtout que la délégation des contrôles d'hygiène pousse les inspecteurs à avoir plusieurs contrôles à faire dans la journée. D'accord? Donc eux, ils ont moins de temps à vous accorder. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent dans votre établissement, ok, vous faites des sandwichs thon mayonnaise, montrez-moi la traçabilité du thon du 14 février. D'accord? Et là, en fait, ils vous font directement un test de traçabilité. Est-ce que vous êtes capable de retrouver la traçabilité du 14 février? Tout simple. Bah, dans l'application, en tout cas, c'est beaucoup plus réactif. C'est pensé pour, vous tapez thon et vous avez toutes les photos de thon triées par date qui apparaissent avec même le nom de la personne qui a pris la photo. Donc c'est beaucoup plus clair. Ouais, mais vous voilà un peu comment que ça fonctionne, la traçabilité. Sinon, habituellement, la méthode à l'ancienne papier, on découpe les étiquettes, on les colle dans des classeurs. Moi, je me retrouvais avec des classeurs comme ça qui faisaient une semaine. Il faut tout garder minimum pendant 6 mois. Et encore, il y a certaines obligations qui imposent de conserver pendant 3 ans, hein, quand on est dans la grande distribution, etc. Ensuite, l'étiquetage. L'étiquetage, pourquoi je fais une fixette dessus? Tout simplement parce que la durée de vie de vos produits, la DLC, c'est ce qui peut avoir un impact direct, immédiat, sur la santé des consommateurs. Si vous ne maîtrisez pas les durées de vie, les DLC de vos produits, d'accord, vous pouvez mettre en danger les consommateurs dans la foulée. L'idéal, c'est de mettre deux dates, la date d'ouverture et la DLC qu'on appelle secondaire, qui est la date limite de consommation, après ouverture ou après préparation. D'accord? Je vous ai mis trois exemples de moments durant lesquels il faut dater vos préparations. Après ouverture d'un produit, par exemple, j'ouvre un gros pot de mayonnaise de 5 kg. Mon pot de mayonnaise, je peux l'utiliser dans les 30 jours après ouverture. Je mets mon étiquette, date d'ouverture, plus 30 jours. D'accord? Après, mise en décongélation. Quand je prends un produit que je mets en décongélation, bah là, je lui redonne la possibilité d'avoir les bactéries qui se multiplient. D'accord? Et donc, il faut que je date, que je sache depuis quand je l'ai mis en décongélation. Donc, pareil, une étiquette. Et également, euh, mince, hop, le, les DLC qui sont à vérifier, pardon, de façon quotidienne, euh, pour visuellement être capable de jeter les produits qui doivent être jetés, qui arrivent à DLC ou pas. Alors, il y a plusieurs fonctionnements possibles. J'allais dire, le fonctionnement le plus classique, c'est de mettre juste une date d'ouverture sur les produits. Parce que c'est complexe de retenir la DLC secondaire de chaque produit. Ma crème fraîche, c'est 5 jours. Mon pot de maillot, c'est 30. Mon jus de citron, c'est 14. C'est des données qui sont même d'ailleurs sans valeur ajoutée et sans intérêt pour vos équipes. Mais il faut quand même les maîtriser. Donc le fonctionnement classique, c'est juste de mettre une date d'ouverture. Mais malheureusement, avec ce fonctionnement-là, on n'a jamais l'info de jusqu'à quand je peux consommer le produit. Première des choses. Deuxième des choses, j'ai des clients qui avaient pour habitude de dire, mais moi c'est simple, je mets 3 jours sur tout. Puisque en effet, sur les préparations que vous faites, vous avez le droit de les conserver 3 jours. Mais il y a des produits comme euh, le pot de mayonnaise, par exemple, qu'on a le droit de conserver 30 jours. Bah, c'est dommage, vous allez mettre 3 jours sur tout parce que bah, vous ne voulez pas charger vos salariés avec toutes les DLC secondaires. Donc vous allez raccourcir une DLC. C'est dommage, un pot de 5 kilos de mayonnaise, il y a peu de chances que vous le consommiez dans les 3 jours. Donc, vous allez jeter. Lors du contrôle, l'inspecteur ou l'inspectrice, elle va pas prendre le temps de lire le pot de mayonnaise. Attendez, vous aviez le droit à 30 jours. C'est dommage, vous pouvez le conserver encore un peu plus longtemps. Là, ça se passe pas comme ça. C'est de la répression, du contrôle répressif. Vous avez mis une DLC de 3 jours. On est le cinquième jour. Moi, je considère que votre DLC est périmé. D'accord? Parce qu'ils partent du principe que vous maîtrisez les durées de vie de vos produits. Donc, vous jetez. C'est dommage, ça fait des pertes. Vous aviez le droit de mettre 30 jours.
À l'inverse, vous avez par exemple les conserves de maïs, toutes les petites conserves comme ça. Quand c'est ouvert, il y en a qui sont à consommer dans les 48 heures, 2 jours. Bah, si vous mettez 3 jours, comme par hasard, l'inspecteur, lui, à ce moment-là, il va lire la petite boîte. D'accord? C'est facile à manipuler, il va regarder à consommer dans les 48 heures. Madame, vous avez mis 3 jours de DLC, vous avez rajouté un jour de durée de vie, vous n'avez pas le droit. Vous ne maîtrisez pas la durée de vie de vos produits, vous mettez en danger le consommateur. Donc c'est important de bien connaître les DLC de ces produits, et pour ça, du coup, il y a également une méthode plus digitale, plus simple, qui consiste à avoir une petite imprimante, une étiqueteuse de DLC. Alors, à gauche, en rouge, on voit la méthode manuelle la plus classique utilisée, la dateuse. La dateuse, c'est à nous de changer la date tous les jours. Donc si on oublie, bah, ça met la date de la veille. C'est dommage. Il faut également la charger en encre, la charger en étiquette. Voilà, on a compris. Ça reste une intervention manuelle. C'est rapide, mais c'est manuel. Mais ça représente au final également un coût. D'accord? À l'inverse, on a également le fonctionnement donc avec IJ que je mentionne, le fonctionnement digital, où là, dans l'application, on vient, on clique sur crème fraîche, ça me sort mes 5 jours de DLC. Si je clique sur mayonnaise et que je veux 3 étiquettes, ça me sort mes 3 étiquettes avec mes 30 jours en plus, calculés automatiquement. Donc là, on est sûr que on uniformise le process, peu importe la personne qui imprime, elle sort une étiquette conforme. D'accord? La méthode manuelle, sur tout ça, peut engendrer du coup des coûts. On l'a vu tout à l'heure. Je nettoie mon étiquette sous l'eau, je sors du papier pour l'essuyer, je perds du temps. J'achète là les étiquettes pour ma dateuse. Ça coûte parfois un petit bras. Là, je vous ai mis un exemple sur les étiquettes. Étiquette chez un gros fournisseur que je ne vais pas citer. 12 euros les 300 étiquettes. Si vous sortez 1500 étiquettes par jour, un exemple parce que nous, on propose des rouleaux avec 1500 étiquettes, vous allez devoir sortir quasiment 65 euros. À l'inverse, si vous avez un petit logiciel qui vous permet de faire tous vos relevés, bah c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus pratique. Et pour la même somme, voire moins, vous avez la possibilité de gérer les relevés de température, la traçabilité, les contrôles à réception, le planning de nettoyage, l'étiquetage, etc. sans erreur possible. En plus de ça, vous pouvez partir en vacances, avoir l'outil sur votre téléphone et surveiller à distance. Voilà. Je, je n'en dirai pas plus. Ça viendra par la suite. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ouais, moi j'avais juste une petite question. Parce que je sais pas si vous m'entendez, oui. Oui, Agathe. Oui, parce que du coup, ben, moi dans mon cas, je vais ouvrir un coffee shop. Et par rapport au lait, alors c'est quelque chose qu'on ouvre, on en ouvre plusieurs par jour. Et est-ce qu'on doit l'étiqueter à chaque fois qu'on en ouvre un? Parce que des fois, on est dans le rush et du coup, on ouvre le pack de lait. Et enfin voilà, on ne fait pas. Ouais. Ou alors est-ce qu'on peut attendre la fin de la journée et étiqueter celui qui est resté ouvert? C'est possible, hein, c'est possible de fonctionner comme ça. Euh, le seul hic, c'est qu'en cas de contrôle, bah, Ouais. ça peut dépendre aussi de la sensibilité de la personne sur ce sujet-là. Si elle considère qu'il y a un produit qui est ouvert, qui n'est pas daté, Et oui, 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 bah, c'est ça. elle peut toujours dire, voilà, j'ai des produits qui ne sont pas datés. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est euh, peut-être de mettre vos briques de lait dans une boîte, d'accord, dans un bac ou sur un plateau. Il y en a qui font ça avec tous les tiramisus, ils les posent sur un plateau, ils étiquettent le plateau. D'accord. D'accord? Ça permet d'identifier tous ceux qui sont sur ce plateau-là. La réglementation hygiène, elle vous impose le résultat, pas le moyen. Si vous êtes capable de dire, moi, tous ceux que je pose sur ce plateau-là qui est étiqueté, bah, correspondent aux informations sur l'étiquette, c'est conforme. D'accord. Ça peut être aussi un rayon d'un frigo, par exemple, ou Ça peut être un rayon d'un frigo, c'est possible. Tant que vous êtes capable de justifier, si en plus vous avez ce qu'on appelle le plan de maîtrise sanitaire, qui est un document qui récapitule votre fonctionnement et que c'est marqué que vous fonctionnez comme ça, c'est encore plus valorisant. Ok? Puisque vous Ok. avez D'accord, très bien. Merci. avec plaisir. Pas d'autres questions sur tout ça? Traçabilité, j'ai passé. Température, non? Oui. Juste pour l'exemple du lait, on avait le sujet chez nous au café. En fait, ce qu'on faisait, c'est que comme tu prends une photo de ta brique quand tu l'ouvres, nous, on étiquetait juste la dernière du soir qu'on mettait à la fermeture dans le frigo, puisque si quelqu'un venait la journée, de toute façon, on avait la photo
dans le Dans l'outil. système là. Voilà. Donc c'était OK en fait. C'est possible, ça c'est vrai. Après, si vous ouvrez 10 bouteilles de lait qui ont toutes le même numéro de lot, ça sert à rien de prendre les 10 en photo. Il vous suffit de prendre une seule en photo. Mais qu'est-ce qui me dit que le lendemain, en fait, le numéro de l'eau que vous avez pris en photo la veille, bah, vous l'avez ouvert aussi la veille? Je sais pas, à moins que chaque jour vous preniez en photo au moins un numéro de l'eau de lait que vous utilisez. Moi, je pars du principe que c'est pour deux raisons. La première, c'est celle-ci, c'est d'avoir une traçabilité sur, sur les étiquettes qui est précise, qui est exacte, mais qui surtout vous permet visuellement, parce que vous- l'information, elle est dans l'outil, mais elle est perdue, elle n'est pas visible tout de suite. Vous n'allez pas aller consulter l'outil depuis quand est-ce que je l'ai ouvert, ce produit-là. Alors que le fait d'étiqueter directement votre produit, bah, quand vous ouvrez le frigo, on est capable de voir tout de suite si le produit doit être jeté ou pas parce que c'est marqué dessus. Donc ça vous permet, je pense, de mieux gérer vos stocks, de mettre une étiquette sur vos produits. Mais en effet, en cas de contrôle, on peut aussi justifier en disant, bah regardez, j'ai pris en photo ma brique de lait et du coup, je l'ai ouvert tel jour. C'est possible. Mais c'est possible qu'un numéro de l'eau que vous avez pris en photo, il vous dure plusieurs jours. Vous n'êtes pas obligé de le prendre tous les jours en photo. Par contre, le jour où vous allez utiliser un autre numéro de l'eau, une autre palette, bah là, vous allez reprendre une photo. Et là, du coup, on peut perdre cette notion de jour d'ouverture précis. Je sais pas si je suis clair. Ok. Moi, je pars du principe que c'est quand même plus visible, même pour vos équipes, parce que vous allez être très assidu, il n'y a pas de souci. Mais même pour vos équipes derrière, le fait de dire non, tout ce qui est au frigo, moi, mes clients, je leur dis ça. La règle, elle est simple, tout ce qui est dans le frigo, faut que je sache depuis quand c'est là et jusqu'à quand je peux le manger. Comme ça, voilà, étiquette. Euh, on a toutes les infos. Ça a même permis à certains de mes clients de faire des économies, voire même de faire du chiffre d'affaires en plus. Bah, l'exemple du tiramisu, il avait un plateau avec des tiramisu et il voit que, ils étaient à consommer jusqu'à aujourd'hui. Bah là, c'est le dernier service, il était 21h30. Bah, tous ceux qui venaient commander un menu kebab, bah, il leur rajoutait soit moins 50% pour le deuxième tiramisu, soit il leur mettait un tiramisu gratuit pour éviter d'avoir des pertes et surtout bah, améliorer bah, sa qualité, son service client au final. Donc il a pu bénéficier, grâce à cette visibilité sur la DLC de son produit, de dire, ah bah là je fais de la ristourne, donc je vais en vendre un petit peu plus, ou là je t'en rajoute un gratuit, il sait que sinon il va le jeter. Donc autant embellir son image en donnant ou en faisant des réductions. C'est tout bon? Cool. Super intéressant, Arnaud. C'est vraiment très, très concret, les exemples. Merci Valérie. Autre chose, là c'est un peu plus administratif, on a vu un peu le vif du sujet, maintenant on va parler un petit peu plus des documents et là ça va vous concerner, je vais faire un focus sur le deuxième au milieu, la déclaration d'activité. Alors, juste Alors, un petit point, il est déjà 16 heures. ok, Je pense que les personnes qui sont là, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est vraiment très intéressant. Si ça vous gêne pas qu'on déborde un peu, et puis bon, de toute façon, il y a un replay, si vous devez partir, on comprend. Mais Arnaud, prends le temps qu'il faut, il n'y a pas de souci. OK? ouais, en fait je parle beaucoup, malheureusement je raconte pas mal de petites anecdotes et du coup je peux déborder un peu, mais n'hésitez pas, je le prendrai pas mal si vous vous déconnectez. Mais on arrive sur la fin, donc voilà, la seule chose que je pense qui sera inutile, ce sera de vous faire une démonstration de l'application. Ce sera pas forcément nécessaire, vous avez compris un peu le fonctionnement. Non, je pense que ça vaut le coup que tu montres un petit peu quand même si tu veux bien. Et encore une fois, il y a les replays. C'est important pour les gens qui comprennent toute la puissance de l'appli derrière. Tout le monde est Ok, aussi là pour, bah, ça les intéresse hein, de voir la solution. ok, Hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Prends le temps qu'il faut. Moi, normalement, j'ai un meeting à 6 heures sur ce canal-là, mais je vais prendre un autre, je vais faire un Google Meet. Il n'y a pas de souci. Prends le temps. Si vous ok, êtes tous d'accord avec ça, on continue. c'est noté. Super. Merci beaucoup. Merci. Du coup, les documents à posséder lors d'un contrôle, j'ai parlé de plan de maîtrise sanitaire. C'est un document qui récapitule tout le fonctionnement en fait de votre entreprise. Comment est-ce que vous gérez les risques? Quels sont les types de produits que vous allez utiliser? Produits frais, produits surgelés? Comment vous allez refroidir? Est-ce que vous faites de la mise sous vide? Est-ce que vous faites de la friture? Et bah du coup, comment vous gérez à chaque étape les risques? Bah, si vous faites de la friture, vous allez contrôler vos huiles avec une sonde ou avec des bandelettes, etc.
toutes ces informations-là, y compris sur la gestion des nuisibles. Est-ce que vous avez un contrat avec un partenaire qui vient pour la dératisation? Est-ce que vous avez un contrat également avec un laboratoire pour faire des analyses régulières sur vos denrées et sur vos surfaces? Tout ça, c'est notifié dans le PMS et ça explique du coup votre fonctionnement. Alors, il me semble que quand on a moins de 5 salariés qui travaillent au contact de la nourriture, on peut avoir cette dérogation, une dérogation de mettre en place un plan de maîtrise sanitaire, mais simplement de dire qu'on s'appuie sur les bonnes pratiques d'hygiène, le GBPH, guide de bonnes pratiques d'hygiène. D'accord? Il y a des GBPH qui sont pensés et écrits pour chaque secteur de la restauration. Si je suis restaurateur, si je suis poissonnier, si je suis artisan glacier, etc. D'accord? Donc on peut dire je m'appuie sur les guides de bonnes pratiques d'hygiène pour maîtriser mes risques dans mon activité. La déclaration d'activité, c'est quelque chose qui va grandement vous intéresser. Si vous êtes tous en projet, toutes et tous en projet d'ouverture, la déclaration d'activité, c'est quelque chose qui permet de dire coucou, j'existe aux inspecteurs d'hygiène de votre département. C'est une obligation, c'est le premier élément qui est vérifié en cas de contrôle, d'accord? Que ce soit par les organismes de délégation ou par la DDPP. C'est le premier item. Est-ce que l'établissement est déclaré? C'est un document très souvent qu'on confond. Moi, quand je dis est-ce que tu as déclaré ton activité et qu'on me dit ouais, ouais, mon comptable il a géré, je suis inscrit au greffe, etc. Ça n'a rien à voir. C'est une déclaration d'activité comme quoi vous manipulez des denrées d'origine animale uniquement. Si vous faites que des bars à salade, sans produits animaux, pas de souci là-dessus. C'est un peu différent. Le certificat HACCP, donc la formation, on a vu tout à l'heure du référent hygiène. Le contrat de nuisible si vous en avez. D'accord? Les autocontrôles, c'est les analyses microbiologiques avec un laboratoire. Ça pourra être bien de mettre en place cette partie-là un peu plus tard, parce que du coup, forcément, ça représente un petit coût, mais il faut normalement mettre en place des autocontrôles. D'accord? Alors la réglementation là-dessus, elle est un peu touchy parce qu'elle n'impose pas de passer par un laboratoire. Donc vous pouvez d'ailleurs faire des autotests. On travaille avec un partenaire qui s'appelle Sanipous qui peut proposer des autotests sur des surfaces pour vérifier que les surfaces sont correctement nettoyées, qu'il n'y a pas de bactéries. C'est possible. Après, pour les denrées alimentaires, bah, vérifier s'il y a des bactéries ou pas, ça va passer par des analyses en labo. Il n'y a pas d'obligation de fréquence, vous pouvez le faire une fois par an, mais un laboratoire, il faut savoir qu'il ne va pas déplacer un préleveur juste pour récupérer un morceau de steak. D'accord, il va faire au moins 3 aliments, 2 surfaces, il va récupérer un panel pour rentabiliser le déplacement de son préleveur. Les affichages. Également, il y a des affichages obligatoires. Alors, il y en a qui sont à afficher obligatoirement, il y en a qui sont obligatoires à posséder, mais pas à afficher. Par exemple, en affichage obligatoire visible en cuisine ou pour le client, en cuisine, il va y avoir au niveau des postes de lavage des mains, il y a un affichage qui explique comment est-ce qu'on se lave les mains. Nous, ça, c'est des affichages qu'on envoie gratuitement sur Igi, d'accord? Donc, on pourra transmettre à Unique. Et c'est un affichage qu'il faut avoir au niveau de chaque poste de lavage des mains. Vous avez également les plans de nettoyage. C'est également des documents qu'on peut fournir, que peut-être Unique fournit aussi. Les plans de nettoyage peuvent être fournis aussi par vos prestataires de produits d'entretien, d'accord? Parce que du coup, ça spécifie le temps d'action, le temps de la concentration du produit, la dilution qu'il faut faire, etc. pour les utiliser. Ça, c'est des affichages obligatoires, donc dans chaque pièce, lavage des mains, plan de nettoyage. Je ne parle pas des affichages obligatoires de la sécurité, le code du travail, etc. Ça ne nous regarde pas, mais ça aussi, il faut l'avoir en tête. Affichage obligatoire pour le client, il y a par exemple l'origine des viandes. D'accord? Alors d'ailleurs, ça suffit plus de mettre origine UE. Il faut vraiment mettre l'intitulé du pays. Pologne, Pays-Bas, France, Belgique. D'accord? Il faut mettre l'origine de toutes les viandes. Il y a quelques années, c'était uniquement la viande bovine. Là maintenant, c'est ovin, caprin, donc bovin, porcin. Toutes les viandes. Il faut également penser si aujourd'hui vous, par exemple, vous achetez un plat Picard de hachis parmentier que vous mettez en vente après, vous déconditionnez, vous mettez en vente, il faut également mentionner l'origine de la viande du plat Picard que vous n'avez pas fait. Mais ça reste de la viande que vous commercialisez. La réglementation, elle s'est durcie, toujours dans cette idée d'être beaucoup plus transparent. Voilà. Le document allergène, dernier document allergène, c'est un document obligatoire à posséder qui n'est pas obligatoirement à afficher, mais très souvent c'est marqué dans les menus. Il y a du gluten, il y a du soja, etc. Ok?
Mais c'est pas une obligation d'affichage. Il faut par contre que ça soit disponible en cas de demande sur place. OK? Attention aux documents allergènes. Ça, c'est plutôt les fraudes qui vérifient ça. Le document allergène, il faut qu'il soit relativement bien construit. Quand je dis bien construit, je dis par exemple, je fais une salade César. Si je vous demande les allergènes dans une salade César, vous allez me dire, bah, je mets du crouton, donc il y a du gluten. Après, c'est du poulet, de la sauce et de la salade, il y a rien d'autre, quoi. Bah, détrompez-vous. Dans la sauce, faut regarder les ingrédients de la sauce. Est-ce qu'elle est faite avec des œufs? Est-ce qu'elle est faite avec du soja? Est-ce qu'il y a des traces de céleri? Est-ce qu'il y a du vinaigre et du coup des sulfites? D'accord? Il faut avoir tout ça à l'esprit pour pouvoir avoir une carte exhaustive de vos allergènes présents dans chaque plat. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est très clair. Super, super. Solution IJ, l'offre tribu unique, donc forcément on fait un petit partenariat, donc il y aura des tarifs remisés pour vous. Euh, et en dessous, ah si j'y suis, ok. En dessous, bah, je réexplique rapidement ce qu'on propose, mais je vais vous faire une petite démonstration de l'outil, un petit partage d'écran, ce sera rapide. La solution digitale qui centralise tout, forcément, on centralise tous les relevés, température, traçabilité, planning de nettoyage, ça vous crée même des alertes, d'accord? Donc ça évite les oublis. Le but, c'est aussi ça de l'outil. Ça vous propose également les actions correctives. Si vous mettez une température qui n'est pas bonne sur un frigo, bah soit on s'en fiche et 9 degrés le matin et on fait rien, mais c'est pas bon. Soit vous pouvez rendre l'action corrective obligatoire à saisir. L'outil vous propose des actions correctives, vous allez le voir. Ok? Donc c'est l'intérêt de l'outil, c'est de gagner en sécurité, en sérénité et également d'avoir bah, du coup, un contrôle potentiellement à distance, si toutefois à un moment vous vous détachez, si vous ouvrez un autre établissement, il faut garder la maîtrise. Puisqu'on ne peut pas prendre le risque de dire oh, si je pars en vacances, je suis obligé de fermer, enfin comment ça va se passer si j'ai un contrôle d'hygiène, on est mort. Bah non, le but c'est quand même de savoir à distance que c'est bien géré. Chez Five Guys, par exemple, tous les directeurs que j'ai sondés au sujet de la culture d'entreprise, comment ça se fait que tout le monde est aussi assidu, bah, ils m'ont tous dit, hein, les gens font ce sur quoi ils savent qu'ils sont contrôlés. Donc si on sait qu'on peut suivre à distance les relevés, bah forcément on va être capable de savoir enfin, que Cécile, par exemple, tu es capable de suivre à distance, tu vois s'il y a de la traçabilité ou pas qui a été faite, bah forcément on va se dire, ah, il y a un regard dessus, je vais le faire. Voilà. Alors on idéalise toujours nos business, je sais pas si c'est le premier business de tout le monde, mais on a envie d'être très sympa, très cool, etc. Mais il faut quand même cadrer les choses, sinon ça pousse à des débordements, à des oublis, tout simplement. Donc voilà. Je vous conseille quand même de mettre en place des process. C'est pas fait pour dire j'ai pas confiance en toi. Faut pas le vendre comme ça. Faut pas le voir comme ça. C'est plutôt pour dire, je te mets un outil qui va te simplifier la vie, puisque dans les tâches en cuisine, il y a cette partie administrative de faire des relevés de température, de traçabilité, etc. Voilà, donc on a du suivi multisite via du back-office, hein, pour ceux qui ont plusieurs établissements, mais a priori, c'est pas encore le cas, je vous le souhaite. Fonctionnalité IA, en effet, on intègre de l'intelligence artificielle, puisque quand on va prendre en photo la traçabilité, ça va compléter automatiquement les champs, nom du produit, numéro de l'eau. Donc c'est des exemples d'automatisation qui vont permettre de faire gagner du temps et de la tranquillité pour tout le monde, puisque c'est ça qu'on propose. D'accord? Place au partage d'écran. Alors, je vais voir pour diffuser une autre fenêtre. Tac, tac, tac. Hop, IJ. Vous me dites si c'est bon. Ouais, c'est bon. Super. Bienvenue dans ma pizzeria. D'accord? Donc là, je passe vraiment dans le cœur de métier. Aujourd'hui, moi, je suis sur la partie commerciale chez IJ et on propose du coup cet outil digital. Cet outil digital vous permet d'identifier vos équipes. Donc là, on a Loulou, hein, personnage très sympathique, et on a de la chance d'avoir également bah, d'autres beaux mondes, hein. Du beau monde comme James Bond, Omar et Fred, etc. Bon, moi, je suis un petit peu plus football, donc Ousmane Ballon d'Or, mais sinon, j'aime bien me mettre dans la peau de James Bond pour faire un relevé.
Je fais mes relevés par la suite de température. Je tombe automatiquement dans un historique de mes 6 derniers mois. Donc tout est à disposition en cas de contrôle. En un clic, j'accède à l'historique. D'accord? Et tout se passe ici. Je clique sur ma journée, j'ai mes relevés qui sont faits par James, chambre froide, 2 degrés, moins 18. Ah, par contre, aujourd'hui, je suis au courant qu'à 10 heures, 9 degrés, action corrective, qu'est-ce qui s'est passé? Enceinte HS, denrée éliminée, j'ai eu Monsieur Mercado. On sait qu'il y a eu une action derrière. C'est ce qu'il faut prouver en cas de contrôle. OK? Comment ça se passe pour faire un nouveau relevé? J'ai qu'un bouton sur la vue, c'est le bouton nouveau. Si je clique sur nouveau, j'ai ma liste de frigo et il suffit de mettre ma température. OK? Si là je suis à 2 degrés, je suis à 2 degrés. Si je veux être précis, je peux. Si je suis à 2,8, je peux. Si je mets une température du coup qui n'est pas bonne, l'outil me présente l'action corrective puisque je ne peux pas juste rester comme ça. Il faut que je justifie une action qui a été menée. Bah, l'outil me propose des actions. Porte ouverte puis refermée, denrée éliminée, etc. etc. Ok? J'ai quand même la possibilité de mettre une action personnalisée. Ok? Je valide mes relevés, ils s'enregistrent automatiquement à la date du jour, c'est réglé. On est bon pour ça? Je vais rentrer dans la traçabilité, qui est quand même l'outil principal, hein. Être capable du coup de retrouver la traçabilité. Donc voilà, là, on a des beaux bubble tea mangue, et on a le même fonctionnement avec un historique, d'accord? Et un bouton nouveau pour faire un nouveau relevé. Si maintenant on vous met en difficulté et qu'on vous dit bah, test de traçabilité, retrouvez-moi la traçabilité du lait, je tape lait et j'ai comme par magie toutes mes photos de lait qui apparaissent avec mes numéros de lot. OK? Pour la petite blague, si je tape mangue, j'ai fait des relevés tout à l'heure, hop, voilà, j'ai de la belle mangue. OK? Tout se retrouve ici. Pour faire un nouveau relevé, c'est le bouton nouveau. Je viens, je prends toutes mes étiquettes en photo. D'accord? Tout ce que j'ai ouvert. Alors, soit vous les prenez en photo quand vous avez ouvert les produits, quand vous êtes en train de les ouvrir, soit vous mettez vos emballages dans une petite boîte dédiée à la traçabilité sur le plan de travail, et quand vous avez terminé la mise en place, le jus, on va dire, bah là, vous ressortez vos étiquettes et vous prenez tout en photo avec votre tablette ou votre téléphone. OK? Vous pouvez nommer du coup ici vos photos. D'accord? Si c'est de la farine, je mets farine. Si c'est du lait, je mets que c'est du lait. OK? Et je valide. Vous pouvez, en tant que gérant, rendre le nommage obligatoire, ce qui fait que derrière, ça facilitera la recherche en cas de contrôle. OK? Je ne vais pas trop m'étendre sur cette partie-là, mais on a également un planning de nettoyage qui est intéressant à montrer. Si je clique sur Nouveau, j'ai mes zones, cuisine. Si je descends, j'ai la salle, j'ai les sanitaires, et je peux dire j'ai nettoyé mes lavabos, j'ai nettoyé le sol, et je valide. D'accord? Avec la possibilité de prendre une photo de façon obligatoire ou non. D'accord? Et là, je sais tout ce qui a été nettoyé. Une des dernières choses que je vais vous présenter, c'est l'étiqueteuse. L'étiqueteuse, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, la petite imprimante, où là, ça va reprendre votre liste de produits. Et pour chaque produit, rappelez-vous, chacun a une DLC secondaire précise. 30 jours pour la mayonnaise, 3 jours pour la crème fraîche, 4 jours pour la mozzarella. Bah, j'ai juste ici à sélectionner combien d'étiquettes je veux. Et ça me sort mes étiquettes. OK? Mes étiquettes vont ressembler à ça. Ce qu'on voit ici. OK? Aile de poulet, date du jour, DLC calculé automatiquement du 10 au 13. Fait par James Bond. Je peux rajouter l'heure si je veux avoir cette notion très précise. Mais on peut la désactiver également. Si je veux pas le nom de la personne sur mon étiquette, je retire également. OK?
Une question, Arnaud, sur les étiquettes. Qui est-ce qui met les dates secondaires? Est-ce qu'il faut le programmer au début ou il y a une liste déjà toute faite à la livraison qui est incluse? Alors, on peut pousser des listes, mais moi, en tant qu'hygiéniste, c'est quelque chose que je n'aime pas totalement faire parce que selon les fournisseurs que vous allez avoir, d'accord, vous allez avoir des DLC secondaires différentes. Un jus de citron de la marque Citror peut avoir une durée de vie 14 jours. Un jus de citron de la marque Pulco peut avoir une durée de vie de 3 semaines, 21 jours. Et donc ça va vraiment dépendre de vos produits. Il y a des crèmes fraîches, X% de matière grasse, X% de conservateurs. Bah, du coup, elles vont pas avoir les mêmes durées de vie. OK? Et ça, vous pouvez le modifier dans les paramètres. Vous allez voir vos produits et c'est à vous de vous renseigner. C'est écrit sur toutes les étiquettes de vos produits à l'arrière. D'accord? Euh, Désolée, j'ai une petite question. Si j'achète des fruits frais et que je fais un coulis, bah, comment je sais combien de temps je peux l'utiliser? Alors, Est-ce que tu as... vos Oui. préparations, Mm. euh, c'est 3 jours. Vous avez le droit de mettre 3 jours sur vos préparations. Si vous souhaitez les conserver plus longtemps, les mettre sous vide, les congeler, etc. Alors, congeler, c'est possible. Vous pouvez. Si vous souhaitez les conserver plus de 3 mois congelés, de mémoire, ça concernait cette durée-là. Logiquement, il faut quand même faire des analyses en laboratoire, juste pour valider la durée de vie de vos produits. D'accord? On a tous en tête le restaurateur à Bordeaux, malheureusement, qui a eu plusieurs décès à son actif, qui avait fait des conserves de sardines, je crois. Oui. Peut-être process mal maîtrisé. Et du coup, plusieurs décès, une touriste espagnole, des touristes étrangers, français, bref. Malheureusement, ça a fait mal. La durée de vie, il faut quand même la valider par un laboratoire. On peut pas dire, moi je fonctionne comme ça, je mets 10 jours sur mon sous-vide. Oui, mais qui me dit que tes 10 jours sur ton sous-vide, ils fonctionnent et qu'il n'y a pas de bactéries à la fin? Bah, 10 jours chez Carrefour, ils font ça. Oui, mais Carrefour, ils ont du matériel qui est propre, ils ont des procédures qui sont propres à eux, ils ont des savons qui sont bactéricides. Est-ce que toi, tu as tout ça qui te permet de maîtriser les mêmes risques, qui a les mêmes conditions, qui a l'air qui est ventilé de la même manière, qui a la maintenance qui est la même aussi efficace sur ton matériel? Est-ce que tu as tout ça? La réponse, elle est non. Donc, il faut revalider à chaque fois. Quand je dis à chaque fois, c'est selon un établissement dans lequel on est. Il faut faire valider sa méthode. Est-ce que au bout de 10 jours, mon sous-vide, il est bon quand je l'ouvre? Bah, on fait valider par un laboratoire et à ce moment-là, si mes 5 échantillons ressortent conformes, bah, on peut dire que ma méthode est conforme. Je l'inscris dans mon plan de maîtrise sanitaire pour dire que je fonctionne de cette manière-là. J'ai mes résultats d'analyse qui le prouvent. Tout ce que je prouve, c'est légal, c'est conforme. Ok. Donc à chaque nouveau produit, il faut faire le test. Donc ça va nous coûter un bras en labo, quoi. Non, 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 pas chaque nouveau produit. En fait, après, c'est l'intérêt d'être accompagné aussi par des consultants. C'est que moi, c'était mon métier. Donc, j'avais un traiteur qui faisait des plats antillais. Je lui ai dit tout ce qui est à base de viande, on va faire des analyses dessus. Tout ce qui est à base de légumes, on va faire des analyses dessus. Mais on va faire des analyses sur la viande, par exemple, qui va être en sauce avec de la crème. Il voulait la garder, je sais plus moi, 15 jours en sous-vide. Bah, du coup, on va prendre le produit le plus sensible, c'est-à-dire le morceau de volaille qui baigne dans de la sauce crème. Et je vais pas prendre le rougail saucisse, qui est simplement une saucisse qui est surcuite. Par contre, les analyses de mon poulet vont être conformes pour mes autres produits animaux, on va dire. D'accord? Vous pouvez ranger par famille vos produits. Mais en général, 3 jours, vous avez quand même de quoi faire lorsque vous démarrez. Après, l'intérêt de faire des tests de vieillissement, ça s'appelle des tests de vieillissement pour établir une durée de vie, c'est pour vous permettre de gagner du temps derrière et peut-être même de faire des économies sur du salaire. Pourquoi? Parce que si tous les jours il y a de multiples préparations à faire, bah, il faut des salariés qui vont venir à 8 heures pour l'ouverture qui est à 11 heures pour faire toutes les préparations. Si vous arrivez à faire valider que votre préparation elle peut tenir 7 jours, bah vous allez faire toutes vos préparations avec 2 salariés supplémentaires le lundi qui vont préparer toutes les sauces pour toute la semaine, d'accord? Et comme ça, au lieu d'arriver à 8 heures tous les autres jours, bah vous allez les faire venir à 10 heures. Donc vous allez économiser 2 heures sur 4 jours
Pour 2 salariés, par exemple, vous allez économiser 16 heures. C'est pas négligeable. D'accord? Donc l'intérêt de faire des tests de vieillissement, c'est premièrement de conserver plus longtemps vos produits et peut-être même, dans un second temps, de faire des économies, d'avoir un fonctionnement mieux huilé. D'accord? Qui va décharger vos équipes aussi. Bon, tout ça, si vous avez des questions, vous pourrez nous les poser hein, avec plaisir, hein, parce que c'est vrai que j'ai pas discuté avec vous, je connais pas vos business, mais si ça vous intéresse, on pourra bien sûr échanger les coordonnées et discuter un peu plus longuement sur vos besoins. Est-ce qu'on est bon pour tout ça? Super. Dernière fonctionnalité qui est intéressante à savoir, on peut ranger tous les documents en cas de contrôle, comme ça, le PMS, mes attestations de formation d'hygiène, mon contrat de nuisible, je peux tout présenter depuis un seul outil à l'inspecteur, l'inspectrice qui me contrôle. OK? Je pense qu'on est bon. Si vous avez des questions sur la solution, je suis preneur. Dites-moi tout. J'imagine que la tablette et l'imprimante sont incluses dans la solution. Tout est lié, donc Bah, du coup, c'est juste la dernière diapo. On fait des offres du coup dédiées pour la tribu unique. Et du coup, hop, continuer de partager, oui. Et du coup, on a des offres qui sont négociées à tarif réduit avec plaisir, avec amour, euh, pour vous accompagner du mieux possible. Donc là, par exemple, cette offre-là qui est à moins 30% à 49 euros, elle inclut les fonctionnalités de l'application, le back-office que j'ai pas pris le temps de vous présenter, mais qui existe pour avoir un suivi à distance depuis le PC et qui vous donne accès à des fonctionnalités supplémentaires, les rappels de tâches pour éviter les oublis, les documents, d'accord? Une fonctionnalité de checklist et l'étiqueteuse qui est incluse en location, d'accord? La seule chose qu'on propose, on vous enverra tout ça, hein. La seule chose qu'on propose qui ne fait pas partie de nos abonnements, de l'abonnement mensuel, à l'achat, ce sont les tablettes. Tablettes Apple, tablettes Android, selon vos préférences. On les propose à l'achat. Si vous êtes déjà équipé, vous pouvez très bien télécharger l'application gratuitement d'ailleurs. D'ailleurs, si vous tapez HACCP sur les stores sur vos téléphones, vous allez tomber sur nous, que ça soit sur Apple ou Android. On a la chance d'être leader sur ces deux plateformes-là sur le terme HACCP. C'est ce qui fait qu'on a beaucoup de téléchargements et on est très apprécié puisqu'on propose un vrai suivi. Nous, c'était notre cœur de métier, l'hygiène. Donc, on voulait pas simplement juste balancer une application comme ça et débrouillez-vous avec. Donc, on a un vrai suivi qui est mis en place, des équipes support qui vous suivent, qui vous conseillent, qui vous envoient des documents, les affichages, etc. Donc, c'est un vrai accompagnement qui fait qu'on est tellement bien noté qu'on sort du coup en position leader sur Apple et Android. Voilà. Donc on pourra vous faire parvenir ces offres-là qui du coup descendent à partir de 19 au lieu de 39 euros par mois et avec des belles réductions, y compris sur l'offre avec l'imprimante, même l'offre avec les capteurs, hein. Les capteurs fonctionnent automatiquement, vous recevez des alertes par SMS et par mail si une température est non conforme. Donc c'est assez pratique pour éviter la perte de marchandises. C'est pas simplement gagner le temps de pas saisir manuellement, c'est aussi de protéger votre marchandise. Ok? J'ai fini de mon côté. Je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez, on peut prendre 10 petites minutes pour répondre aux quelques questions. Ça me permettra aussi d'en apprendre un petit peu plus sur vos activités, chacun, chacune. Merci beaucoup, Arnaud. C'était super. Merci, Aurélien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me présenter, juste m'expliquer un petit peu ce Moi, qu'il veut faire? j'avais juste une petite question par rapport, du coup, quand on fait une préparation en fait de n'importe quelle nature, c'est 3 jours, c'est ça? Oui, alors si tu fais une préparation avec du vinaigre, de la moutarde et de l'huile, c'est que des trucs qui peuvent se conserver longtemps. Donc si tu veux mettre un mois dessus, tu peux. Si par contre tu me rajoutes de la crème fraîche, Ouais. attention. Oui, parce que moi, en fait, dans mon cas, je pensais à faire par exemple un sirop maison pour mes boissons.
Et Ouais. le bureau, bah, c'est quelque chose qui se garde dans le temps. Donc voilà, est-ce qu'il faut que je fasse valider ça à un laboratoire pour la durée de vie ou est-ce qu'on part du principe que comme c'est un sirop, ça peut se conserver Il y a des analyses, mais qui sont un peu différentes que des analyses ouais, que les microbiologiques. Quand c'est que du sucre ou quand il y a de l'alcool, des choses comme ça, c'est des analyses qui sont un peu différentes. On peut calculer par exemple l'acidité. Euh, Mhm. Ce qui fait que bah, à une acidité très basse, bah, il ne va pas y avoir de multiplication de bactéries possible. Donc ça, c'est des exemples. Il faudra voir selon le produit. Je pense que consulter un laboratoire ou des consultants, moi je pourrais te mettre en relation avec l'ancien cabinet dans lequel j'étais. Ils font pas mal d'analyses aussi avec un labo partenaire. Donc si ça t'intéresse, je pourrais te mettre en relation pour voir ce qui est le mieux à faire dans ton cas. D'accord, bah ouais, pourquoi pas, ouais. Il y a mes coordonnées ici, n'hésitez pas à le prendre là, il y a mon mail. Carrément. Alors téléphone, je suis pas mal chargé, je préfère quand même qu'on fonctionne en audio sur WhatsApp peut-être pour que je puisse avoir le temps à droite à gauche de discuter. Sinon, vous pourrez caler des petits échanges avec mes collègues aussi. Oran discuter avec Thomas, donc je pourrais mettre en place des petites sessions si vous avez des besoins. Donc vous pouvez me faire un mail et si ça nécessite de se poser, de faire une démo, des choses comme ça, je pourrais également soit prendre en charge, soit vous mettre en relation. Et donc voilà, n'hésitez pas à prendre mes coordonnées. Ok, Si jamais, si jamais, comme d'habitude, sur Circle, vous allez avoir toutes les informations avec le contact d'Arnaud et de Thomas aussi, normalement. Et du coup, tu fais quoi, Agathe? moi, ce serait pour ouvrir un café, un coffee shop, voilà. Coffee Mais shop? c'est plutôt des boissons, enfin des lattés en fait. Ok. Des recettes un peu signature. Donc voilà, c'est vrai que j'avais pensé faire un sirop signature notamment qui du coup qu'on retrouverait sur plusieurs boissons ou desserts. Donc voilà, c'était Ouais. pour ça. Mais après, si éventuellement je me dis il n'y a qu'un seul produit à faire valider en laboratoire, bon ça va, c'est peut-être en termes de coût, est-ce que tu as une idée de combien c'est pour juste ouais pour faire valider un. Ouais, il y avait des tests de vieillissement qu'on faisait, ça revenait quasi entre 300, alors pour être large, 300, 500 euros. Donc une fois que tu as commencé l'activité, je pense que c'est jouable, hein. D'accord. Selon, et encore, là, je parle pour faire 5 analyses sur un échantillon, donc analyse microbiologique. Peut-être que dans ton cas, ce sera différent et peut-être même moins cher. Mais Hmm, à voir. Ok. ok. Dans quel secteur? Par curiosité. C'est sur Toulouse. Ok. Regarde ce que fait. Ils ont une petite DA qui est pas mal. Là, j'ai accompagné il n'y a pas longtemps Joe and the Juice. Je sais pas si ça Ok. te. Ouais, si, je connais. Mais ils sont implantés à Toulouse? Non, non, mais toute France. Ils sont toute France. Ah, Et ok. Joe and the Juice, C'est à un Toulouse, peu oui. dans cet esprit-là. Et il y a Cuvée Noire aussi qui est en train de bien se développer sur cette partie boisson un peu coffee shop. Ok, Cuvée Noire. Et là, qu'on accompagne actuellement aussi une belle entreprise qui se développe bien en France. C'est % Arabica. Voilà, d'accord. plutôt autour du café, mais il y a peut-être des idées à prendre. Cécile, tu avais débloqué ton micro, si je ne dis pas de bêtises, tu as peut-être une question. C'est bon. Ok. Stéphane, je te vois repoper là dans mes visuels. Stéphane, toi, tu fais quoi? Stéphane n'est plus concerné par la visio. Stéphane ne veut pas prendre la parole. Tu m'entends? Stéphane est sur autre chose. Si vous avez d'autres questions, ou d'autres. Cécile, d'ailleurs, c'était quoi toi? Tu avais travaillé dans un ESAT, mais tu ouvres un projet? Oui, ça va être un food truck, donc production vente le midi. Pourquoi pas des marchés et puis des événements apérodinatoires chez des particuliers. Ok. Alors, pour ça, tu peux te rapprocher, tu peux regarder, il y a des associations de food truck. Je sais pas si tu connais Street Food en Mouvement. Non, Euh, je note. Street Food en Mouvement, je pourrais t'envoyer les coordonnées. Book My Food Truck également, qui sont des plateformes sur lesquelles, si tu arrives à te faire référencer, tu peux bénéficier peut-être tu vois, de sollicitations sur certains marchés. Je pense qu'ils se font approcher par des événements, des choses comme ça. Ouais, Euh, c'est quoi le nom du dernier? Book, Ah oui, Ok, Book My Food Truck ok. et Street Food en Mouvement. Oui,
C'est une asso aussi, pareil, qui peut caler selon les événements, selon les secteurs, les régions. Et c'est assez intéressant parce qu'ils peuvent, ils veulent fonctionner comme une centrale d'achat. C'est-à-dire que par exemple, ils ont négocié des partenariats avec Coca-Cola, les canettes, etc., certains fournisseurs. Du coup, tu peux les toucher moins cher. Les Ok, fournisseurs de gaz, toutes ces choses-là. ok, nickel, merci pour l'info. Yes, bah c'est pour ça aussi que c'est intéressant que chacun prenne la parole. Peut-être que j'ai des tips ou des contacts à vous donner. N'hésitez pas, hein, vraiment. Je suis là pour ça. En tout cas, pour avoir pratiqué une telle solution, c'était pas la même, mais c'était hyper intéressant comme intervention. Et c'est vraiment un réel gain de temps, si ça peut aider les autres, c'est un réel gain de temps au quotidien. Et c'est un confort qui n'est pas... Enfin, c'est hyper, hyper intéressant en fait. Merci, C'est un merci. petit investissement, mais ça vaut largement le coup. Ouais, merci beaucoup, Cécile. Si tu cherches un poste de commercial, tu nous dis. Euh, mais ouais, ouais, et on considère, on voit ça comme un investissement, mais très souvent, quand je questionne mes prospects ou mes clients sur le fonctionnement qu'ils avaient en manuel, on se rend compte ils ont un coût. Ils ont un coût. J'achète les dateuses. Les dateuses, c'est en moyenne 100 euros. Les dateuses manuelles qu'on a vues. On en achète deux trois par an, donc on a déjà 300 euros de budget pour pas avoir de maîtrise supplémentaire. Au final, avoir un abonnement à 50 euros par mois qui couvre les températures, la traçabilité, etc., ça va même revenir moins cher si on fait le calcul des étiquettes qu'on achète qui nous coûtent un bras. Voilà, il y a tout ça à prendre en compte en termes d'arguments financiers. C'est vrai qu'au final, on peut s'y retrouver aussi finalement plus vite que prévu. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je pense qu'on a fait le tour. Super. En tout cas, merci beaucoup Arnaud pour ton intervention. C'était vraiment hyper complet. Je pense que ça va aider beaucoup, beaucoup d'entre eux à se lancer. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il y en a pas mal qui vont regarder un replay aussi. Donc, ils auront ton contact. Je pense que tu auras des retours. J'espère que j'ai pas été trop long, trop chiant, mais Non, c'était très clair. n'hésitez Et pas en l'offre est réponse. valable quelques mois parce que comme dit, comme on est tous en lancement, voilà, c'est pas pour demain matin non plus. L'offre est valable quelques mois quand même. On vous l'appliquera quoi qu'il arrive. On se rencontre une fois, Oui. mais nos tarifs sont valables à vie. Excellent, merci. Super. Super, bah merci à toutes et tous pour les retours, la réactivité. Merci Oran pour l'invitation. Et je te laisse continuer tout ça avec Thomas. Je vous souhaite bonne continuation. Delphine, n'hésite pas si tu as des sujets aussi sur la Réunion. On a pas mal de monde avec qui on bosse sur place. Voilà, avec plaisir pour rediscuter avec chacun. Ok, Super. Merci beaucoup. merci. À bientôt, bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Ciao Stéphane!